Bonjour à tous. Quelle belle salle. Tous les exploitants aimeraient avoir des salles aussi remplies. Merci au CNC de nous avoir accueillis, des partenaires de cette journée qui est importante. Merci à Leslie Thomas et ses équipes, Agnès, Elodie, à la direction de la communication, Camille Lagorce, qui nous a beaucoup accompagnés pour l'organisation, et puis à nos équipes, Emmanuel Didier, mon adjoint, qui interviendra tout à l'heure dans la modération d'une table ronde, et Marina, que vous verrez un peu tourner et qui est en back-office pour faire que cette journée se passe de la meilleure façon possible. Voilà, il faut toujours citer les gens qui sont dans le back-office et pas uniquement ceux qui sont devant. Nadège l'a rappelé, la question de l'écologie ou des économies d'énergie est inscrite dans l'ADN de la DRC depuis longtemps. En 1996, on avait publié un guide pratique sur les économies d'énergie qui était issu d'une convention CNC-ADEME. On a parlé déjà beaucoup de l'ADEME. Et donc, c'était la première pierre à l'édifice. Et puis, évidemment, ça nous a semblé toujours un sujet important. Alors, merci Kira et Laurence de cette mise en situation qui démontre qu'il y a à la fois, c'est un sujet très vaste, très large, très transversal, qui va à la fois d'une pensée écologique profonde, presque des fois un peu intellectuelle, mais c'est très bien d'aller plus loin dans la réflexion, et qui va jusqu'à la gestion du tri des déchets et de la poubelle. Voilà. Donc ça nécessite d'avoir une large ouverture, et c'est pour ça qu'il y a 4 tables rondes et de nombreux intervenants sur ce sujet. Comme il y a 25 ans dans le cinéma La Cité, nous avons voulu croiser les regards, et c'est sans doute encore plus important sur cette thématique d'avoir des positions très importantes pour la décarbonation, qui est une question de survie de notre planète, voilà, qui va au-delà de notre secteur, et qui nécessite une réflexion universelle, voire holistique, si on voulait être savant. Voilà, d'avoir une vision un peu multiple et sans hiérarchie qui vont d'éteindre la lumière dans la salle quand il n'y a pas de spectateurs ou quand il n'est pas nécessaire d'avoir une enseigne allumée, à concevoir un dispositif de mobilité circulaire où là, ça nécessite une réflexion et un projet extrêmement global. Et tous ceux qui voudront apporter une pierre à l'édifice seront les bienvenus, il n'y a pas d'exclusive. Et donc, Nadège a cité tous ceux qui peuvent interagir dans ce secteur, les institutions, le CNC, l'ADEME, d'autres agences, des organisations professionnelles, syndicats, associations, des agences, des cabinets d'études, puisque dans ce sujet, il faut que l'ensemble de la société puisse avancer et qu'il y ait un facteur d'entraînement. Kira aime dire que ces moments-là, comme aujourd'hui, c'est des moments d'accélération. Donc dans ce moment d'accélération, on voulait donner nous aussi cette pierre à l'édifice en ayant une ouverture très générale sur ces sujets. Alors, notre filière est peut-être pas portée naturellement à aller vers cette dimension-là. Pourquoi ? Parce qu'on est plutôt dans la dimension du consumérisme. On consomme des films, on consomme beaucoup de produits manufacturés qui sont fabriqués très loin. Et donc la question du transport est importante pour la mobilité des spectateurs, mais aussi dans la fabrication de ce que l'on consomme. Les films, évidemment, on consomme les films de plus en plus vite. Donc il y a aussi une question par rapport à l'empreinte de ces films. Une démarche impulsive, parce que la démarche du spectateur pour aller au cinéma, elle est souvent assez impulsive. À différence peut-être d'autres productions culturelles, le théâtre, on prépare sa sortie. Et puis une efficience réelle, parce qu'on est dans une stratégie de flux, de massification, et c'est plus simple de diffuser de façon massive que d'être sélectif. Voilà. Et si on veut améliorer l'empreinte carbonée de la diffusion, forcément, il faut avoir une réflexion plus pointue que les éléments massifs, avec quelquefois peut-être des séances qui sont assez peu pleines. Voilà, donc ça fait partie du sujet qu'on abordera dans la deuxième table ronde.
Et puis, Kira et Laurence l'ont expliqué, il y a une démarche de consommation importante, liée au numérique, liée toujours à cette stratégie de flux. Depuis 20 ans, on est dans une consommation foncière importante pour la construction de nouveaux établissements avec de plus en plus d'écrans. Donc on a plutôt une construction en nappe et peut-être il va falloir reconstruire sur l'existant et peut-être plutôt surélever que construire en élargissement le spectre foncier. Et puis on a en France une capacité d'énergie, l'électricité nucléaire, ce qui fait que, comme l'électricité nucléaire était moins chère que dans d'autres pays, peut-être qu'on n'a pas eu l'habitude de modérer ses consommations. Et en plus, dans nos secteurs, pas que le cinéma, mais aussi les lieux de spectacle, on n'a pas de réglementation, de normes spécifiques qui régissent les salles de cinéma ou les salles de spectacle. Donc tout ça fait qu'il va falloir modifier largement nos comportements et notre façon de construire. Alors, comme je disais, c'est des sujets qui sont à la fois universels et très pratiques. Donc pour cette table ronde, on a souhaité aborder à la fois la question de l'éco-construction d'un bâtiment cinéma, qui n'est pas un sujet qu'on voit se développer beaucoup dans tous ceux qui sont intervenus sur ces sujets-là dans notre filière, et puis de le confronter aux imaginaires du cinéma, et comment les imaginaires du cinéma peuvent participer à cette sensibilisation. Et puis, dans l'entre-deux, on a souhaité associer un élu local, parce que les élus locaux, Nadège l'a rappelé tout à l'heure, c'est ceux qui arbitrent, qui articulent à la fois une pensée profonde de nos concitoyens, de l'évolution de la société, à une réalité construite, bâtie, sociale. Et donc pour cela, je vais appeler, pour me rejoindre et pour évoquer ces différents sujets, Teresa Castro, qui est maîtresse de conférences en études cinématographiques et audiovisuelles à Sorbonne Nouvelle et qui est membre également de l'IRCAV. Damien Deby, qui est architecte, qui dirige le cabinet Linéaire A, bien connu dans le secteur des salles de cinéma. Il travaille à la fois pour des projets publics et privés. Alors, Florian Salazar-Martin devait être avec nous, mais dans cette période post-électorale, évidemment, il y a beaucoup de sujets à traiter. Il est maire adjoint à Martigues, donc il ne pourra pas être physiquement avec nous, mais on a fait une interview filmée et il témoignera tout à l'heure de sa préoccupation, à la fois en tant qu'élu à Martigues et de vice-président de la FNCC, la Fédération des élus à la culture. Et puis, pour m'accompagner, Jules Loez, qui est responsable adjoint de l'équipe études à la DRC. Je vous en prie. Alors on va jouer un petit numéro duettiste avec Jules, parce qu'il se trouve que c'est la période post-électorale, donc on souhaitait avoir un élu. Alors on va mettre en scène un projet Guy Primessac, qu'on voulait absolument présenter, parce que il représente de multiples transitions. Il se situe dans une commune nouvelle, donc dans la fusion de deux anciens bourgs. La nouvelle commune nouvelle a été jusqu'au bout du dispositif en créant une nouvelle centralité auquel le cinéma participe, qui se déplace, qui va être agrandi, qui s'ouvre à d'autres usages, et puis avec une grande ambition d'un point de vue écologique et de démarche éco-responsable. Donc tenez absolument à le faire apparaître. Ça nous paraît un projet extrêmement vertueux. Chercher quelque chose. Ah, la télécommande. Peut-être Laurence est parti avec. D'accord, pardon. Excusez-moi de cette petite pique.
Alors, on souhaitait avoir un élu de la ville de Guipry-Messac. Dans cette période post-électorale, c'est assez compliqué. Évidemment, ils sont très mobilisés par différents sujets, et notamment des sujets budgétaires. Ça n'a pas été possible. On souhaitait avoir le syndicat de pays des Vallons de Vilaine, qui a beaucoup construit le projet. On sait bien qu'une belle architecture, il y a quelques architectes dans la salle ici, ça provient évidemment de la qualité du maître d'œuvre, mais aussi il n'y a pas de bon maître d'œuvre s'il n'y a pas un bon maître d'ouvrage, et il n'y a pas un bon maître d'ouvrage s'il n'a pas été accompagné en amont pour décrire les objectifs du projet qui va être construit. Alors on va commencer avec Jules. Quand tu es arrivé au nom de la DRC auprès du syndicat de pays des Vallons de Vilaine, qui est une structure qui est là pour opérer de l'ingénierie dans ces petites villes. Vous savez, il y a souvent peu d'ingénierie. Et donc, c'est une structure qui intervient pour accompagner les collectivités dans leurs projets. Comment ça s'est passé? Quelle était la situation? Et comment vous avez construit le programme auquel a répondu Damien? Mais on est même arrivé, la DRC en tout cas, en amont du projet, avant même l'arrivée du syndicat mixte, parce qu'il y a une première étude de faisabilité pour déterminer l'emplacement du cinéma. Il y avait 2 lieux qui étaient envisagés, et comme on l'a répété déjà plusieurs fois ce matin, l'emplacement, le choix de lieu d'implantation d'un cinéma est primordial quand on sait que 70 à 90% des émissions de gaz à effet de serre d'une salle de cinéma, c'est la mobilité des spectateurs. Donc tout de suite, l'intégration d'un équipement par rapport à un schéma global de transport, ça a nécessairement un impact sur l'éco-responsabilité d'une salle. Donc on avait déterminé déjà un peu des lieux potentiels, notamment cette question de nouvelle centralité entre le bourg de Guipry et le bourg de Messac, de chaque côté de la Vilaine. Et donc après, le programme a été fait donc, essentiellement par le syndicat mixte. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est déjà qu'il y avait on peut noter qu'il y avait un accompagnement en fait de la région grâce à un cahier des charges bâtiments performants qui était porté conjointement par la région Bretagne et par l'ADEME, ou encore un appel à manifestation d'intérêt pour construire avec des matériaux biosourcés la terre crue qui était porté par la Fédération bretonne des filières biosourcées. Donc c'est ce réseau aussi d'intervenants locaux et régionaux qui a permis de convaincre l'intégralité des élus et des porteurs de projets pour amener ce caractère éco-responsable à cette salle de cinéma. Donc moi, ce qui m'avait intéressé, je me suis replongé un peu dans le programme, donc ce qui m'avait vraiment marqué déjà à l'époque, et donc ça, je vais après laisser Damien y répondre, mais il y avait toute une question d'approche sur la low-tech notamment, et la sobriété, la simplicité technologique dans le bâtiment. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que vous, à l'INERA, vous avez répondu à ces différentes questions par rapport en fait à toutes les problématiques liées à l'écologie qu'on trouve dans un programme de salle de cinéma? Vous pouvez voir cette magnifique salle. Pour répondre clairement, nous, c'est tout. Quand c'est dans le programme, c'est clairement identifié, demandé. Pas forcément, on y va. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas de frein. C'est plutôt l'inverse. Souvent, il y a des budgets fixes. On est tenu par des programmes. Et là, pour le coup, ils ont vraiment ouvert un projet où on pouvait même essayer des choses. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de frein sur la manière, il y avait une volonté claire, en tout cas, de minimiser les ressources nécessaires pour construire le bâtiment. C'était bien affiché. Et la deuxième, il y avait une volonté aussi, donc ça c'était le coefficient carbone. Et il y avait le deuxième, c'était aussi que le bâtiment soit vraiment économe, c'est-à-dire que on aille à produire, qu'on mette des ENR pour que le bâtiment soit à 0 à la fin et qu'il n'ait pas de consommation en fait, énergétique. Ça, c'était les 2 curseurs. Et après, c'est que des arbitrages qu'on a eu. Donc nous, on a proposé un projet, puis après, il est débattu, et puis après, il y a des arbitrages. On est vraiment au début des phases quand on répond avec un projet. Et il se concrétise au fur et à mesure des phases du projet jusqu'au DCO. Quoi. Et du budget, évidemment, qu'il faut maintenir pour un tel projet. Alors, j'avais échangé avec les syndicats des Vallons de Vilaine, là, qui malheureusement n'a pas pu être présent avec nous, et je leur avais demandé, parce que c'est rare quand même, hein. On dit que le cinéma, c'est une industrie de prototype. En matière de transition écologique, des cinémas qui ont une vraie valeur de transition écologique, d'éco-responsabilité, on cite toujours un peu les mêmes exemples. Voilà. Donc, je leur avais dit, est-ce que c'est les élus qui avaient une vision, une ambition forte sur cette démarche? Il me dit, non, au début, en fait, ils ne voulaient pas trop. Et puis, on les a convaincus.
Donc la nécessité de sensibilisation par différentes structures. Et puis après, ils ont joué le jeu. Est-ce qu'il y a eu des moments de flou artistique par rapport à des éléments financiers? Parce qu'on sait bien aussi que les enjeux et les choix se font aussi par rapport à certains arbitrages. Est-ce qu'il y a eu des moments de flou ou d'interrogation, je ne sais pas, de l'élu aux finances ou de... Voilà. Il y a forcément des personnes qui ont dit pourquoi on ne construit pas en parpaing. Forcément, ça arrive. Mais non, dans l'absolu, ça a été suivi du début jusqu'à la fin. Pour dire une phrase que je vous ai dite la dernière fois, en comité de pilotage, un des élus avait dit, nous, l'objectif, là, on a des moyens, on peut faire le bâtiment, mais on ne veut pas qu'il coûte aux générations qui suivent, parce qu'on ne sait pas les moyens qu'ils auront pour l'entretenir et pour le conserver. Et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas du tout eu d'enjeu. Il y a eu un enjeu sur la production d'énergie, à un moment, est-ce qu'on diminue ou pas, est-ce qu'on en rajoute? Et ils sont allés vers, on rajoute pour que ce soit, voilà, qu'on ait vraiment un bâtiment le plus... low-tech, et puis et après, en plus du low-tech, toutes les consommations qu'on va avoir, on les prend aussi en compte et on va trouver des moyens pour les réaliser. Voilà. Vous pouvez expliciter le terme low-tech? Après, je vais aller plus dans la présentation. Ça va être plus simple que directement présenter le projet, parce qu'en fait, du coup, sur la sobriété, alors moi, sur cette présentation, je suis parti sur ce principe-là. Donc, en fait, ça va être la sobriété technique passive, donc tout ce qui va être la partie low-tech dont on parle. Après, il y a forcément de l'actif dans un bâtiment, il y a forcément de la ventilation, etc. Donc, comment on minimise cette consommation-là? Et puis après, il y a sobriété dans la construction et les matériaux. Donc c'est comme ça, je vais passer. Mais le premier point, et celui que vous avez déjà abordé, c'est quand même que le bâtiment, il a un sens. C'est-à-dire que là où il se trouve, il faut qu'on puisse... je vais poser ça. Hop. Ça marche comment? Ça marche. Ça marche aussi. Du coup, donc c'est à Guy-Primessac. Là, c'est le plan masse. Pour repérer donc, le bâtiment au centre, on a la gare qui est juste à côté. On a une départementale qui est très utilisée, qui est un vrai axe routier important. Donc les voies de chemin de fer de l'autre côté, donc toujours les cinémas, on les met dans les contextes compliqués entre des nuisances sonores, ça c'est un grand classique. Et on a la ville de Messac d'un côté, et de l'autre côté, on a la ville de Guipry. Et donc il y a une volonté politique de redonner un centre, une nouvelle centralité en fait à ces deux villes qui se sont associées. Et cette centralité elle est autour de la gare, avec le quartier de la gare qui sont en train de rénover. Le projet du cinéma, il n'est pas indépendant, il s'inscrit dans un... Je vous tourne la tête. Il s'inscrit dans un projet global où ils ont également refait l'école, refait la mairie, la MJC, etc. Il y a tout un panel d'équipements autour de la ville dans leur association qui est en cours. Et donc le projet, il prend sens en venant s'intégrer à tous ces équipements. Et l'emplacement, il a un deuxième avantage, c'est qu'il est vraiment proche de la gare. Ils sont en train de refaire les parkings de la gare, donc il y a un foisonnement. Il n'y a pas de parking sur la parcelle. L'idée, c'est vraiment du foisonnement et du transport. Et qu'ils ont beaucoup de public, en fait, qui utilisent la gare. Et donc, qui, de fait, passent là. On en parlait même après. Il y a beaucoup de scolaires qui vont dans les villes, les lycées, les collèges, et donc qui passent là aussi. Donc le cinéma, c'est aussi un lieu social où ils ont l'ambition d'association d'accueillir les scolaires s'ils veulent faire leurs devoirs, que ça devienne un lieu de vie aussi, plus que juste. C'est un cinéma en premier, mais que ça c'est aussi un lieu de vie. Voilà. Oui, parce qu'en plus, il n'y a pas juste 2 salles de cinéma dans le bâtiment, il y a aussi une microfolie en partenariat avec la Villette, donc qui rajoute un programme complémentaire, et donc qui en fait d'autant plus un lieu de vie structurant du territoire. Vous pouvez situer où est Guy-Primessac, parce que tout le monde n'est pas... Alors, Guy-Primessac, c'est sur l'axe Rennes-Redon, c'est la deuxième ville après Bru. Je ne sais pas si ça... C'est 35 km de Rennes. C'est un tiers, si on prend dans un autre sens, en voiture, ce serait un tiers de Rennes, 2 tiers de Nantes, donc 3 quarts à 1 quart, grosso modo. Et c'est une commune de combien d'habitants? 10 000? Je sais pas... Ouais, je crois que c'est entre 10 et 15 000, il me semble. Je crois que c'est un peu moins de 10 000, je crois. Un peu moins de 10 000, d'accord. Okay. Et donc c'est un petit projet, c'est 2 salles. Ouais. Voilà. Il y a quand même des cinémas autour, mais ils avaient déjà un cinéma. Enfin, c'est le site que vous aviez dû étudier à l'époque. Oui, c'est le transfert d'une salle existante qui, comme beaucoup de salles de Bretagne, était une salle paroissiale à puis vous ne pouvez pas l'agrandir en fait sur site. Donc il a fallu nécessairement faire un transfert du cinéma. Ouais. Et du coup, voilà, le premier point de la sobriété, c'est déjà que le projet il ait un sens et qu'il consomme peu de territoire,
qui s'inscrivent dans un projet global. Et donc là, voilà, ça répond quand même à tous les critères sur ce dossier-là. Et après, donc c'est l'approche passive, je veux dire low-tech, commence par une démarche bioclimatique, c'est-à-dire essayer d'identifier toutes les nuisances qu'on a autour, voilà, qu'il faut prendre en compte, tous les apports et tous les avantages que le site offre, et donc concevoir cette architecture aussi. Et aussi, évidemment, les sites offrent. Donc là, si je parle là-dessus, il va y avoir les nuisances, les deux voies dont j'ai déjà parlé, les accès, donc les accès de la gare avec le parking et la rue de la gare, et la ville de Messac, qui est de l'autre côté, donc ici c'est vers Guipray. Et après, l'orientation, donc on a le nord qui est en haut, on va vouloir récupérer le maximum d'apport solaire au sud, donc on va ouvrir au maximum le bâtiment au sud et le fermer plutôt au nord, là où on met les salles, ce qui nous arrange, parce qu'en plus, alors ce qui nous arrange plus ou moins, pour l'acoustique des salles moins, mais on a des salles qui sont opaques, donc pour les mettre au nord, voilà. Et après, il faut protéger tout ça, et voilà. Et le dernier point, c'est les vents aussi assez important en fait dans ce projet. Parce que comme c'est une nouvelle centralité avec 2 accès, c'est un hall double et c'est aussi un système de ventilation à l'intérieur du bâtiment qu'on réutilise. Donc le low-tech, c'est tout ce qui va pouvoir en fait. On va utiliser les apports gratuits du site pour ne pas avoir un mètre de mécanique. Donc par exemple ici, le hall n'est pas ventilé. Il sait naturellement qu'il sera ventilé par ouverture. Donc il y a toute une notion d'usage, de formation, comment on l'utilise, quand est-ce qu'on ouvre, quelle fenêtre il faut ouvrir en fonction de quel cas. Donc il y a quand même, c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple au début, mais quand tout le monde joue le jeu, ça fonctionne et on peut en fait partir sur des systèmes où là l'association ils sont formés à utiliser le bâtiment. Et à la fin il y aura un guide d'usage à leur attention pour qu'ils puissent l'utiliser dans de bonnes conditions. Ce qui était déjà mentionné dans le programme, qu'il y avait toute cette partie-là d'usage et de sensibilisation des équipes et des spectateurs qui devait être intégrée et prévue dans l'intégralité du bâtiment. On ne peut pas faire contre l'usager, il faut vraiment faire avec l'usager. Du coup, il y a toute cette partie low-tech. Il y a le fait que, ça c'est nous qui l'avons aujourd'hui, dont on utilise le moins de terrain possible, on récupère les eaux pluviales, on fait de l'infiltration, ça c'est à peu près tous les projets en France où c'est devenu... voilà. Mais on a voulu utiliser... Du coup, on a capté l'eau, on l'a mis dans les sanitaires également. Donc là aussi, il y a former les gens, que c'est normal, l'eau elle n'est pas claire. Voilà, il y a toute une démarche là-dessus qu'il faut forcément accompagner pour que ça puisse se faire. Il y a aussi en façade sud, on utilise un système, alors c'est un vieux système, mais quand on a remis à l'ordre du jour, qui est le mur tombe. Donc on va avoir des façades vitrées devant des murs. Il va falloir expliquer aux gens que c'est des radiateurs et que c'est pas des façades vitrées devant des murs et que voilà, il y a tout un système comme ça qui est un système complètement passif de chauffage qui va venir chauffer un mur qui a une masse, une inertie qui est restituée dans l'intérieur du bâtiment. D'accord. Et ces murs, ils sont devant quel espace? Les salles, l'espace d'accueil? Je devance la présentation, pardon. Non, mais alors là, comme ça, on a un plan. Je me suis dit qu'une axonométrie, finalement, pour lire un bâtiment, c'était pas... Absolument. C'était pas... Alors, c'est peut-être pas le meilleur outil pour moi, mais c'est le plus simple pour le comprendre. Donc, grosso modo, là, il y a si je reprends la filière d'avant, donc c'est le même plan. Le nord est là-haut. Donc... On a 2 accès au hall. Ah, je me trompe de bouton. On a un accès côté gare et un accès côté donc la poste qui est là et la ville de Messac. Et donc le hall qui est ici au central, qui vient desservir les 2 salles. Ici, on a un deuxième équipement qui est assez important dans le projet, qui est une 3e salle, qui est la microfolie. Oui. Donc on intègre aussi. Et toute la partie après administration, bureau, qu'on va retrouver derrière. Et en fait, sur les 5 fenêtres qu'on a en façade plein sud, il y a 2 fenêtres ici qui sont utilisées, où derrière on a des murs en terre crue qui viennent récupérer la chaleur en hiver de la fenêtre et faire un système de radiateur. D'accord. Et on estime que sur le hall, en hiver, on devrait, les jours où il y a un peu de soleil, mais toujours un peu de soleil en Bretagne, on devrait avoir... plusieurs fois par jour. On devrait pouvoir chauffer grosso modo un quart à un tiers du hall, vraiment purement de façon... solaire. C'est l'utilisation de la masse, parce que vous avez construit, donc si je me souviens bien, le hall en terre, c'est ça? Alors, ça, on va y venir après. Je vais avancer un peu. Mais oui, effectivement, donc ici, on a
ça c'est dans l'économie. Après, j'allais venir sur la construction, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir le maximum de bâtiments biosourcés, géosourcés, ou qui n'ont pas d'incidence, le minimum d'impact environnemental, qui était également une donnée du programme. Et donc ici, on a utilisé la paille, la terre, des isolants biosourcés, etc. Dans le passif, là je suis arrivé sur l'actif pour l'image, mais dans le côté low cost, il y a aussi le fait que les cinémas, ils ont un avantage quand même particulier, c'est qu'elles sont hyper bien isolées, liées aux contraintes acoustiques. Donc on a déjà, grosso modo, l'isolation des salles qui est faite, l'étanchéité des salles qui est faite. Et puis la salle de cinéma reste une boîte assez close, donc ça permet quand même de contrôler plus facilement les échanges qu'il peut y avoir avec l'extérieur, notamment les nuisances aussi, mais les déperditions. Et donc là, on arrive justement pour le contrôle sur les systèmes actifs, où là, à part les centrales de traitement d'air, les type PAC, RR, il n'y a pas vraiment... On va essayer de pousser. Là, c'est le premier où on a pu faire autant de... Mais là, on n'a pas réussi sur ce projet à partir sur un autre système de chauffage ou de ventilation, de climatisation. C'est les seuls espaces climatisés du cinéma, ce sont les 2 salles. Tout le reste n'a pas besoin d'être climatisé parce que tout est bien isolé, bien protégé, avec une bonne inertie, ou avec de la ventilation naturelle. Donc on n'a pas du tout de climatisation sur aucun autre espace et pas de ventilation pour le hall. Après, dans les systèmes d'énergie active qu'on va utiliser, on a pu mettre de la géothermie sur ce dossier. Donc tout le chauffage de toutes les autres parties hors salle, c'est un chauffage par géothermie, donc une PAC OO. Et pour tout ce qui va être pour toute la ventilation, les 2 autres ventilations, donc on est double flux forcément, mais ici comme on peut arriver jusqu'à 60 personnes, ça commence à être une vraie petite salle, et du coup on a un débit qui est important, donc on est sur un système de centrale de traitement d'air avec un système adiabatique. Donc je ne sais pas si les gens connaissent ce système adiabatique, mais l'idée c'est de réutiliser, on utilise de l'eau, on fait passer l'air qu'on extrait à travers de la poussière, des fines gouttelettes d'eau, et donc elle est rafraîchie par évapotranspiration, le même système que pour nous sur la peau, et du coup ça nous fait gagner pas mal de degrés. En fait, c'est pas un rafraîchissement, mais ça nous permet de contrôler et de rabaisser le niveau de l'air, en fait, et on évite sa montée en température. La terre crue que vous utilisez, elle vient d'où? Elle vient de... Alors du coup, voilà. Je vais aller sur une image de chantier. Ben oui, voilà. Du coup, ici, dans les ambitions, alors tout à l'heure, on en a entendu parler, l'équivalent carbone. Je ne sais pas si c'est assimilé par tout le monde, mais en fait, l'idée, c'était ils avaient affiché un niveau C2, donc ici, qui est un niveau qui est un curseur, qui est le label E+, C- dans le bâtiment, et qui permet de donner un peu un niveau carbone à obtenir. Alors c'est assez problématique, c'est que le cinéma, il rentre dans aucune réglementation, comme vous dites, il n'y a pas de réglementation. Donc on est contraint à thermique en tout cas. Oui. Réglementation thermique. Mais même en termes d'ACV ou en termes de carbone, il n'y a pas de réglementation. Donc on s'est fixé des objectifs, donc on a réfléchi entre le bureau, qui a une réglementation, le scolaire, et on a essayé de faire quelque chose un peu entre les deux, parce que la problématique du cinéma, c'est qu'il n'a pas un taux d'occupation fixe, donc on n'arrive pas à faire des calculs en amont, et on ne peut pas anticiper. Donc l'idée, c'est de se mettre toujours dans le pire des cas. Et mais le pire des cas, ce n'est pas forcément le plus écologique, parce qu'on ne peut pas se dire qu'on est tout le temps en canicule avec une salle comble. Ça ne marche pas. On ne peut pas concevoir comme si c'était tout le temps le pire. Et donc, multiplierait forcément toutes les installations. Et dans le programme, il n'y avait pas des objectivations qui étaient précisées, ou c'était relativement large, et c'est vous qui l'avez interprété? Alors le C2, c'était... Je ne sais plus si c'était vraiment clair, mais en tout cas, on pouvait le lire entre les lignes. C'était une demande de noter l'objectif C2, et il y avait un objectif aussi de consommation en kilowattheure au mètre carré par an aussi. C'est le programme qui avait été noté. Et du coup, donc pour arriver à cet objectif C2, l'idée, c'est de bannir le béton. Ça, c'est le premier point. On en a quand même un peu, donc on va avoir l'usage du béton, mais on utilise un béton bas carbone pour tout ce qui va être le sol, la dalle basse et tout ce qui est fondation. Contrairement à d'autres projets ici, on n'a pas enterré de salle, parce qu'on a voulu éviter les excavations, on a voulu éviter les engins, etc., toute l'énergie nécessaire pour ça. Donc on a les salles plutôt à plat. Après, charpente bois, donc on va avoir toute une partie isolation des salles en paille et tout ce qui va être le hall en partie en terre crue. Donc là, on est pour la terre crue, c'est une entreprise locale qui est juste à côté de Guipry-Messac. Le territoire breton, il est quand même pas mal développé sur ces nouveaux
ces anciennes manières de construire plutôt que ces nouvelles manières de construire. Mais en tout cas, il y a le collectif des terreurs marocains qui existe et qui est assez présent et qui permet en fait de répondre à ce type de projet et c'est des techniques courantes en fait. Et on rentre. Bon, là, il y a plein de sujets après de bureaux de contrôle, de sismique, etc. qui rentrent dans le cadre. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais grosso modo, la terre, elle vient d'un projet dans le sud de Rennes, a priori, où ils ont construit des parkings souterrains et on a récupéré les terres de ce terrain. L'ambition initiale, c'était de prendre la terre de site, sauf qu'en fait, comme on a 2 mètres de remblai, la bonne terre, elle était à 3 mètres, elle était dans l'eau du lit de la Vilaine, il fallait la faire sécher, et en fait, le truc n'avait plus de sens, parce que ça nous demandait tellement de moyens pour aller récupérer de la terre sur site. S'éloigner un peu de la sobriété. Voilà. Donc on a préféré récupérer des déchets d'un chantier, entre guillemets, qui sont maintenant retraités en terre, et qu'on a repris pour le site. Et donc là, à la base, on était en pisé, comme vous avez pu voir sur la première image, mais la technique locale, c'est la bauge. Donc ça, c'était une erreur de notre part. Et donc on est en bauge. Et donc là, vous voyez, la tête, elle est protégée par de la paille. Et, donc, et puis derrière, toute la partie structure bois des salles qui va être recouverte de paille. Et à la fin, si je change, voilà, on a les OPR demain et on livre dans 2 semaines. Voilà. Donc c'est une photo d'il y a 10 jours à peu près. Et voilà, donc on voit la finition terre, les fenêtres, là on est plein ouest, la placette avec les baies vitrées qui s'ouvrent entièrement pour l'été. Donc en fait l'intérieur-extérieur se confond l'été avec un hall complètement ouvert. Mais comme le point de contrôle est bien identifié à l'opposé, il n'y a pas de sujet d'exploitation. Alors, merci pour cette présentation. Est-ce que cette démarche éco-responsable, vous la démultipliez à l'INER A sur d'autres projets ? Est-ce que vous devez convaincre vos donneurs d'ordre, que ce soit des maîtres d'ouvrage privés ou publics ? Alors peut-être les publics, ça fait partie un petit peu de leurs obligations, de leur ADN. Donc peut-être c'est plus facile de les convaincre. Il y a une dimension forcément économique. Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher de construire de façon éco-responsable, même si on le récupère ensuite ? Voilà, parce que la gestion économique d'un bâtiment n'est pas le même si on est un exploitant privé ou si on est une collectivité. Comment ça se passe ? Comment vous voyez les choses ? Et est-ce que les choses avancent ? Alors, 3 points. Est-ce que nous, forcément, si on peut, on va aller dans ce sens-là. Après, si on peut convaincre nos clients, on va essayer. Mais c'est dans le cinéma, en tout cas privé, c'est assez compliqué. Les gens savent exactement à peu près ce qu'ils veulent. Les budgets, souvent, ils ont une idée des budgets qui est un coût fauteuil qui ne permet pas d'aller, parce que c'est forcément légèrement plus cher, d'aller vers ces niveaux de performance. Et donc ça bloque un peu les choses. Et c'est vrai que souvent, pour le privé, c'est un crédit, il faut le minimiser, comme tout le monde. Peut-être sur la dimension énergétique, non ? Alors les choses vont changer, parce que déjà, depuis un moment, maintenant, il y a 2 ans, je ne dis pas de bêtises, il y a une loi pour le photovoltaïque sur le toit pour les projets de plus de 500 mètres carrés. Donc ça va avoir une incidence. Tout le monde va devoir se poser la question, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on revend ? Est-ce qu'on réutilise pour le bâtiment ? Je pense que de plus en plus, la réutilisation va avoir du sens, mais il faut pouvoir stocker. Voilà, c'est tout le sujet du stockage actuellement qui est la question qui se pose. Ici, il y a, pour les collectivités, si on en a, ils ont fait quelque chose de très intelligent. Ils ont fait de l'autoconsommation collective. Donc ils remettent tout dans le réseau, mais ce qu'ils remettent, ils le déduisent ailleurs. Donc ils peuvent ici produire et déduire sur l'école ou sur la mairie ou sur la salle des fêtes. Et donc ils ont plusieurs lieux où ils mettent du photovoltaïque, et c'est de façon collective qu'ils déduisent. Donc je trouvais ça assez... Du coup, ça a vraiment un sens, quoi. Et donc après, le public est forcément plus à même. Au terme des réglementations, ça pousse quand même de plus en plus vers l'usage de... l'étude ACV qui devient la norme maintenant pour le logement, pour les bureaux, etc. Donc ça va arriver, forcément. Et est-ce que ça coûte un peu plus cher ? Oui. Ça coûte un peu plus cher, mais pas non plus, c'est pas non plus disproportionné.
il y a forcément 10 à 15% de plus. Alors, la commission d'aide sélective au CNC est assez attentive à ces sujets-là. Même s'il n'y a pas forcément de bonus, en tout cas, les membres de la commission font attention et valorisent d'une certaine façon les projets qui répondent à ces enjeux-là. Notre temps est compté. Donc on reviendra après avec peut-être quelques questions à la fin de la table ronde. Je propose peut-être en cabine qu'on puisse lancer la vidéo de Florian Salazar-Martin, alors, à moins que ce soit nous qui le faisions depuis la salle. Cher Florian, tu es donc adjoint, j'imagine encore à la culture de la mairie de Martigues, là, avec le nouvel conseil municipal. Tu as eu des fonctions aussi à la métropole sur ces sujets-là. Tu es vice-président de la FNCC. On va aborder un certain nombre de sujets pendant notre journée sur la transition écologique. On voulait savoir, alors Martigues, c'est un écosystème dans lequel il y a à la fois un multiplex, une salle indépendante, un studio de tournage qui d'ailleurs a une démarche éco-responsable. Je veux savoir, en tant qu'élu et au niveau aussi de la fédération, comment vous envisagez ces questions de transition écologique et de nouveaux modèles de formes d'exploitation? Merci tout d'abord à la DRC d'organiser cette rencontre qui tombe à pic, je dois le dire, parce que c'est vrai que ce sont des questions qui sont extrêmement importantes aujourd'hui. La problématique de la transition, la problématique écologique, la problématique aussi de construire la ville. Et on sait que le cinéma joue un rôle économique, mais il joue un rôle aussi d'aménagement. Il joue un rôle bien sûr culturel et qu'à travers lui, eh bien il y a peut-être une chance effectivement de construire un autre rapport peut-être à la nature et à nous-mêmes, d'avoir des productions qui sont beaucoup plus éco-responsables. Et c'est vrai que dans un environnement qui est sous pression, on a un certain nombre de ressources dont les élus, souvent, ne sont pas forcément informés. Donc nous, notre rôle au niveau de la fédération, c'est vraiment, c'est ce qu'on a fait à travers le livret donc on a coproduit d'ailleurs avec la DRC, avec l'AFCAE et puis avec le CNC, pour donner des outils, pour donner envie. Je crois que la question de l'envie aussi est aussi des expériences. Souvent les outils manquent, il y a des outils techniques, mais les outils qui contribuent à partager les expériences, à montrer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ben, je crois que c'est un petit peu l'objet de cette rencontre est indispensable pour que les élus s'investissent plus sur ces questions et à côté des techniciens, à côté des architectes, à côté de tous ceux qui mettent en œuvre finalement la politique publique, qui ne soient pas simplement des commanditaires, mais qui soient aussi des acteurs. Donc l'enjeu politique dans le cinéma et sa transition, il est aujourd'hui fondamental. Alors, il s'exerce souvent, aujourd'hui, on le dit, par une qualification de la norme, un renouvellement de la norme, mais notre rôle, bien sûr, il est de rappeler cette norme, d'autant plus que si elle évolue, mais il est aussi de l'anticiper et de faire en sorte que chaque fois que l'on intervient dans ce domaine-là, dans le champ du cinéma, que ce soit de la production, de la diffusion ou autre, de la création, on puisse intégrer cette dimension, au-delà de la dimension culturelle, la dimension écologique. Voilà, donc c'est non seulement ça doit être non seulement une envie, une nécessité, mais un fondement des nouvelles politiques publiques. Alors, en France, on a souvent l'habitude de réagir plutôt que d'agir dans la continuité. Et souvent, on réagit par rapport aux évolutions énergétiques. Là, le contexte actuel fait que très certainement, on va avoir des surcoûts en termes énergétiques. Comment, en tant qu'élu, vous pouvez arriver à construire sur la durée, dans la pérennité, un modèle plus vertueux que les modèles dont on disposait auparavant? Bah, tout simplement, un élu, c'est un peu, bon, c'est un représentant hein, de la population, mais c'est aussi un catalyseur, c'est aussi un rassembleur, c'est aussi un inventeur quelquefois. Et c'est vrai que, en fait, aujourd'hui, on a, et d'ailleurs, je salue le guide vert de la DRC, on a beaucoup de ressources. On a des ressources, on a des expériences, on a aussi, voilà, des résultats qui sont quelquefois pas probants. Et je crois que
la question aujourd'hui, c'est de mettre, on est un peu des chefs au féminin ou des chefs d'orchestre, c'est-à-dire des gens qui peuvent réunir dans la transversalité du regard, que ce soit un regard de technicien, un regard d'architecte, d'urbanisme, etc., et d'écologue même, je veux dire, on a cette possibilité de rassembler, en fait, dans un espace commun, dans un objet commun, différentes problématiques qui sont de nature à construire quelque chose de pertinent. Voilà, donc on a vraiment le besoin de prendre peut-être un peu plus de temps, d'avoir des nouvelles méthodes de travail au lieu d'être simplement dans une commande qui est quelquefois, vous savez, dans la commande, il y a toujours, c'est un peu la dimension du cahier des charges qui doit être vraiment co-construite, qui doit être assurée dans toute sa continuité, pas simplement dans sa forme de commande et de réalisation. Donc, je crois qu'il y a vraiment une autre manière peut-être de faire aujourd'hui de la politique et on voit d'ailleurs dans les expériences réussies que toutes elles ont pris en compte voilà, des dimensions, je dirais un peu plus, je vais utiliser un mot républicain, démocratique, c'est-à-dire où chacun peut avoir sa place tout en ayant in fine, une décision qui soit prise. Voilà. Et je pense que du point de vue, tout simplement, personnellement, enfin par rapport aux activités qu'on a à mettre, pour aussi avoir cette responsabilité au niveau de l'exécutif, des problématiques d'énergie, d'environnement, d'écologie, etc. Alors ça donne la mesure parce que quand on a ces possibilités tout de suite en direct, bah, ça nous donne la possibilité effectivement de les convoquer tout de suite ensemble sans passer par des intermédiaires. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on explique dans la politique publique, c'est que aujourd'hui il faut vraiment ne rien oublier dans les ressources pour qu'elles puissent être convoquées, mise en dialogue, expérimentée dans le cadre d'un projet qui doit être nécessairement vertueux au regard des enjeux dont tu as parlé, aux enjeux de réchauffement climatique, de transition, de coût de l'énergie, etc. En fait, je dirais que la problématique, on est toujours dans une forme. Je pense que les élus, ça doit être aussi, alors ça c'est au côté politique, on n'est pas simplement des gestionnaires, on est aussi des créateurs au sens premier, c'est-à-dire créer des lieux avec des usages en relation bien sûr avec ceux qui nous accompagnent, ceux et celles qui nous accompagnent, mais qui doivent voilà, inspirer, je dirais aujourd'hui, toutes les problématiques et donner en réel finalement peut-être des débuts de réponse aux questions qu'on se pose. Voilà, on a vraiment besoin de ça. Et je pense que les collectivités, aujourd'hui, dans leur capacité de faire, hein, il faut rappeler quand même que 71% de l'investissement, c'est de l'investissement public, de l'investissement. Donc ça veut dire que, et on le sait, siégeant à la commission, on voit quand même voilà, cette effervescence, cet appétit de construire, etc. Donc on a cette possibilité, ne la gâchons pas. Donc c'est pour ça que les élus doivent être au cœur de ce dispositif pour assurer non pas simplement la bonne gestion, mais surtout la qualité de cette éco-responsabilité. Merci Florian. Merci à vous. Après ces deux approches, on va dire, opérationnelles, à la fois politiques et opérationnelles, on voulait donner la parole à Teresa Castro. J'ai retrouvé là une de vos interventions dont le titre est « Renouveler les récits, le cinéma au défi de l'environnement et de l'écologie ». Et puis j'ai envie de citer mon camarade architecte Malès Stevens qui disait dans les années 20 le cinéma moderne, forcément moderne. Forcément moderne. Voilà. Et vous dites dans cette intervention, enfin vous dites beaucoup de choses dans cette intervention, mais c'est à la fois le cinéma est un produit de la modernité en utilisant des ressources fossiles pour la fabrication photochimique du cinéma. Voilà, les choses ont changé avec le numérique, mais visiblement il y a toujours beaucoup de consommation liée au cinéma et en même temps c'est un lieu de sensibilisation ou d'exploration de la dimension écologique qui met aussi en crise la modernité. Oui, donc merci beaucoup déjà pour cette invitation et bonjour à toutes et à tous.
Effectivement, donc il y a, Kira l'a rappelé en introduction, c'est-à-dire le cinéma, qu'il soit analogique ou numérique, consomme des ressources. Pour le numérique, c'est exactement pareil. Il y a une dimension très matérielle dans les films qu'on oublie souvent. Mais si on en revient à la question des représentations, à la fois on va voir des films qui nous aident, d'ailleurs qui nous ont aidés par exemple à choisir certains modèles énergétiques. Le passage du charbon au pétrole dans les années 50 après la Deuxième Guerre mondiale est largement vendu par le rêve cinématographique, le rêve d'avoir une voiture. Bref, il y a énormément de choses à dire sur comment on est venu à adhérer à ce modèle énergétique du pétrole en Europe, en passant par le cinéma. Et en même temps, le cinéma a cette capacité parfois de nous, voilà, on l'a dit aussi, de susciter des émotions, de suggérer des rapports peut-être différents aux autres, à la nature, au monde qui nous entoure. Il a la capacité de mettre au premier plan des non-humains qui habituellement se retrouvent dans le décor, au fond de l'image. Donc il y a énormément de questions d'imaginaire qui sont extrêmement intéressantes. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on procède de cette façon, mais j'avais choisi 4 images de 4 films très différents qui nous permettent éventuellement ensuite de naviguer un tout petit peu tout cela. Mais, comme vous voulez. Revenons à la première image peut-être. Donc, j'ai choisi 4 images. Bon, il y a 5 images que j'ai choisies. Il y a 4 qui sont liées à des films. Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est d'ouvrir 2 ou 3 pistes et d'essayer de faire un lien avec la salle de cinéma. Parce que je vais tenter cette pirouette un peu étrange pour moi. Je voulais commencer par un film français qui est un film relativement récent, qui est le film de Thomas Caillet, Le règne animal, qui, si vous l'avez vu, est un film évidemment sur la relation père-fils et sur l'adolescence, et qui en même temps est complètement habité par ces personnages, dont celui qu'on voit à l'écran, qui sont des êtres humains qui deviennent autres, qui se transforment et qui se laissent en quelque sorte affecter par la nature. Donc, c'est cette figure hybride de ces humains qui deviennent quelque chose d'autre, voilà, qui les sépare de cette vision qu'on a traditionnellement de ce qu'est être humain. Et donc, je trouve que c'est un film intéressant pour se poser ce type de questions. Et il a été dit, et je tiens à le rappeler, les salles de cinéma étant beaucoup plus que juste des lieux de projection, mais étant des lieux de rencontre, des lieux de vie, des lieux de brassage de toute une série de publics, voire de communautés, lieux de constitution de communautés, elles sont peut-être aussi les lieux où on peut continuer de fomenter des rencontres, des débats qui, en partant des émotions suscitées par des films, peut-être nous aide à penser ce type de questions. Donc je trouve que ce film-là, tout en étant un film qu'on peut comprendre à première vue comme relation père-fils, les difficultés de l'adolescence, en même temps, il y a tout un travail, je trouve très intéressant à rappeler autour de cette question de qu'est-ce qu'être humain aujourd'hui. Et peut-être que nous, en tant qu'humains, nous sommes déjà en transformation. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le film est un point de départ assez intéressant pour avoir ce type de questionnement. Voilà. Passons à la deuxième image, peut-être. Alors là, on passe à quelque chose de très différent. Tout le monde connaît Avatar. Tout le monde sait peut-être que James Cameron se prétend, avec cette trilogie, traiter des sujets liés à l'écologie. Donc, il y a des oppositions très schématiques entre les humains plutôt méchants qui arrivent dans cette exolune Pandora pour extraire des ressources, et puis toute une série de peuples autochtones qui entretiennent des rapports avec la nature qui sont très particuliers. Par ailleurs, James Cameron, et c'est là que je veux en arriver parce que j'aimerais rappeler à quel point la pensée écologique nous invite à penser de façon systémique. Donc là, je suis en train de vous parler des films et des représentations, et en même temps, c'est hyper intéressant de sortir du strict cadre de la représentation et d'une part de rappeler que James Cameron se vante
par exemple, depuis le deuxième volet, d'avoir un tournage qui est donc éco-responsable, en ayant installé des panneaux solaires dans le studio en Californie. Il a même revendu de l'énergie solaire, etc., etc. Mais évidemment, tout se complique, et cela a aussi été rappelé en ouverture, dès lors qu'on commence à penser à la diffusion et à la promotion du film, qui est elle-même, on va dire, beaucoup moins éco-responsable. Et puis, si évidemment on a regardé le film dans un multiplex, hein, je sais pas pour voilà, jeter l'opprobre sur les multiplex, mais effectivement, l'empreinte carbone dans multiplex n'est pas l'empreinte carbone d'une salle indépendante. Mais donc, regarder ce film dans un multiplex avec sa petite boîte de pop-corn et en prétendant que, oui, bien sûr, c'est un film avec un message écologique et il faut défendre la nature et les peuples autochtones, c'est merveilleux, etc., etc. Il y a une série de contradictions qui sont justement les contradictions de la modernité et de la crise écologique. Donc, je trouve que de ce point de vue, c'est un film intéressant aussi à rappeler, parce qu'il nous invite, j'aimerais qu'il nous invite à penser les choses par rapport à ce système où la salle de cinéma, encore une fois, est une pièce essentielle. Donc, la salle qu'on choisit pour voir un film, là, il y a un choix aussi en tant que spectatrice, spectateur, qui pour moi est important. Troisième image. Donc, film récent de Thomas Lacoste, Soulèvement, qui revient sur les mobilisations à Sainte-Soline. Je tenais aussi à venir avec un film documentaire pour dire quelque chose de très banal, mais qui me semble très important. C'est que les salles de cinéma ont un rôle en ce qui concerne l'entretien d'une biodiversité des films. C'est pas juste les monocultures. Donc c'est un peu en image et une métaphore qui est relativement facile, mais qui me semble importante à rappeler. Les salles de cinéma doivent entretenir cette diversité, et donc ce film documentaire me permet de parler de ça. Encore une fois, je tente plusieurs pirouettes. Pour moi, c'est très important d'avoir, je vais jouer avec le mot normes. Pour moi, c'est très important d'avoir des normes aujourd'hui qui nous aident, par exemple, à aller, entre autres, vers des salles de cinéma éco-responsables ou des tournages éco-responsables. Les normes ont un rôle à jouer, mais dès qu'il s'agit d'image et de forme, il faut entretenir cette diversité. Et il faut que les salles de cinéma puissent accueillir aussi cette diversité. Sans cette diversité aussi des formats, je pense qu'on serait perdant. Et enfin, une quatrième image. Exemple relativement évident, pour revenir aussi à ce public très particulier qui sont les enfants, mais pas que. Wall-E est un film qu'on peut tous regarder. Certes, c'est une grosse production américaine, mais c'est un film qui est extrêmement intéressant à discuter avec des publics scolaires, notamment. Donc, on en a parlé aussi. Donc, les salles de cinéma peuvent et doivent accueillir des actions de médiation des publics scolaires. Et les films sont souvent l'occasion pour notamment faire le point sur des notions qui nous semblent, ou des idées qui nous semblent peut-être à nous dans cette salle relativement consensuelles, mais qui ne le sont pas. La question du déchet, du recyclage, de la sobriété. Il ne faut pas confondre, c'est-à-dire la sobriété n'est pas nécessairement quelque chose qui est régressif ou qui est dans la misère. Voilà. Donc, et ce que je veux dire encore une fois, c'est que les films, les histoires qu'ils racontent, ces personnages très touchants qui souvent nous prennent par les émotions, ces émotions sont peut-être un bon point de départ pour avoir des discussions et faire le point sur tout cela. Donc, on ne change pas les imaginaires, effectivement, du jour au lendemain. Mais je trouve que les films sont souvent des points de départ pour avoir des discussions, des débats, pour planter des idées que je trouve intéressantes par rapport à cette question de la crise écologique que nous traversons depuis déjà plusieurs décennies.
Merci. Vous dites dans vos interventions qu'en fait le cinéma dès son origine était environnemental, traiter de ces questions-là, et vous citez notamment le film de Jacques-Yves Cousteau, où la pêche à l'explosif est interdite, mais pour des raisons scientifiques, c'est possible. Donc c'est là aussi tout cet élément paradoxal de l'imaginaire, ou en tout cas de ce que montre le cinéma en rapport de l'écologie. Oui, tout à fait. Je n'ai pas choisi cette image. C'est un film des années 1950 qui s'appelle Le Monde du silence, qui a été primé à la fois à Cannes et nommé pour un Oscar, un film en couleur, donc tourné par Cousteau et Louis Malle, et qui est un film aussi très intéressant. Alors vous connaissez sans doute Cousteau comme un grand défenseur justement de la cause des océans, ce qu'il a été, mais ce film est très intéressant parce que bon, on est à la fin des années 50 si j'ai bon souvenir, et donc notamment on va utiliser de la dynamite pour faire exploser un récif de corail, pour faire l'inventaire des espèces. Okay. Et donc on explique, la voix off qui est très directive par ailleurs, explique évidemment on ne peut pas pêcher avec à la dynamite, mais pour les besoins de la science c'est tout à fait autorisé. Et donc il y a une scène qui est aujourd'hui très impressionnante pour nous. Et c'est ça qui est intéressant parce que ce film témoigne quand même d'une transformation radicale de nos sensibilités. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant à rappeler. Et en général, nous sommes, les spectatrices, spectateurs aujourd'hui, sont très choqués. Qui sont très choqués de voir comment, pour les besoins de la science, on a explosé donc à la dynamite des récifs, pour ensuite pouvoir collecter tous les poissons morts, toutes les espèces, les décrire, les cataloguer et les renvoyer au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Donc c'est un film intéressant à la fois pour des questions de sensibilité, parce que les sensibilités évoluent et se transforment, les imaginaires aussi. Et évidemment, je disais, les imaginaires et les sensibilités ne se transforment pas du jour au lendemain. Néanmoins, sur plusieurs décennies, c'est absolument visible pour ce qui est de nos rapports aux animaux, aux vivants. C'est sûr que on a fait des progrès. Pour revenir à votre question de départ, le cinéma a toujours été environnemental. Oui, bien sûr, l'industrie photo-cinématographique a toujours consommé des ressources fossiles. Elle consomme encore aujourd'hui des ressources fossiles. Il n'y aurait pas de cinéma sans de sources énergétiques. Donc l'historienne de cinéma en moi pensait tout à l'heure, vous étiez en train de parler de l'énergie nucléaire, de l'électricité. Il fut un temps, dans les années 1900, où certains spectateurs allaient dans des salles de cinéma aussi pour voir l'éclairage électrique. Ça faisait partie du spectacle cinématographique parce que les salles étaient équipées notamment avec des systèmes d'éclairage qui, pour l'époque, étaient extrêmement impressionnants. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout est lié. C'est la question de la pensée, du système. Donc, il y a une série d'éléments qui sont liés à l'environnement qu'on a tendance à oublier, mais qui ont été là depuis le présent. La fabrication notamment de pellicules, mais aujourd'hui par exemple aussi de batteries numériques, est une fabrication qui cause elle aussi des déchets, donc des déchets plus ou moins toxiques. Et donc c'est ce que je veux dire par le cinéma a toujours été environnemental. Et par ailleurs, le cinéma a toujours été et est environnemental aussi parce qu'il participe de la façon, c'est-à-dire il nous informe en ce qui concerne nos représentations de l'environnement, les conceptions qu'on peut faire de l'environnement, du milieu qu'on habite, de qui nous sommes, quelle est notre place dans ce milieu-là. Donc c'est pourquoi je dis dans ce texte que vous avez gentiment cité que le cinéma a toujours été environnemental. Et j'ai une dernière image qui peut faire peut-être... C'est un peu... J'avais envie de mettre cette image parce que c'est l'absence de salle de cinéma. Pardon. Donc il y a quelques années, j'avais été invitée à organiser une projection dans des conditions qui sont absolument pas professionnelles, mais dans une forêt.
Et donc ici, il n'y a pas de salle de cinéma, c'est-à-dire c'est cette clairière dans la forêt qui a servi de salle de cinéma. Et notamment le film qui a été projeté était Tropical Melody d'Apichat Pongvera Setakul. Et donc à droite, vous avez, pardon, comme il y a la lumière, vous voyez très mal, mais il y a un spectateur absolument exceptionnel qui n'est pas en mouton, mais en chien, qui a été absolument, je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais il y a une séquence à la fin très impressionnante avec ce tigre qu'on voit à gauche. Et ce non-humain a été absolument passionné par toute cette séquence et avec un niveau d'attention, c'est là que je veux en arriver. Donc c'est une sorte de petite blague parce que la salle de cinéma n'est pas là. Mais à quel point aussi, bien sûr, les salles de cinéma, la projection aussi de films dans des salles de cinéma est un milieu formidable pour éduquer notre attention. En particulier, comme vous le savez aujourd'hui, dans un monde où notre attention est sollicitée de partout, où l'attention est plutôt pensée dans des termes d'une économie, c'est-à-dire l'attention est monétisée. Et donc la salle de cinéma est aussi un lieu d'apprentissage et de cultiver d'autres formes d'attention. Donc voilà le type de pirouette que je tente à partir de ces images. C'est une très belle conclusion provisoire. Je crois qu'on a encore 5 minutes. Il y a quelques questions peut-être dans la salle avec des questions à poser à nos intervenants. Bonjour, Isabelle du Grand Action. Alors, c'est pas une question, c'est un prolongement de ce qu'a dit Teresa Castro dans le fait que les films représentent une condition absolument incroyable pour parler de l'écologie et sur la nécessité, nous exploitants, d'offrir une biodiversité de la programmation. Alors, fort de ce constat, dans les cinémas indépendants parisiens, nous avons créé ce que nous appelons un parcours vers un nouveau cinéma. Et ce parcours consiste en une déambulation dans 6 cinémas. Et dans chaque cinéma, on a une présentation, une projection, un débat et éventuellement un atelier ou une occasion de dégustation. Et imaginez-vous que ça commence ce soir au Lucernaire, ensuite demain au Grand Action, ensuite Cinéma du Panthéon, Nouvel Odéon, Ursuline, et nous finirons dimanche vraiment au cinéma L'Épée de Bois. Donc si vous êtes parisien ce week-end, n'hésitez pas à venir dans nos cinémas, voir des films qui traitent de l'écologie et en parler après. Voilà. C'est toujours formidable. Bonjour. Alors moi j'ai une question très prosaïque parce que j'ai eu un souci de projecteurs qui se mettent en carafe quand la clim ne fonctionne pas et donc qui coupe les séances de cinéma. Donc je voulais savoir comment vous aviez résolu ce problème technique et complètement anti-écologique de la clim obligatoire dans les cabines de vos 2 salles de cinéma. Malheureusement, ça, j'ai pas pu le régler. Donc voilà, ça pour le coup, on climatise, on ventile plus parce qu'on est en laser et avec les derniers lasers, on ventile plus. Mais on est obligé de climatiser les projecteurs. De toute façon, c'est une recommandation fabricant, sinon ils sont pas assurés. Donc voilà, ils nous laissent pas le choix. Il n'y a pas de solution là-dessus et même le passage du xénon au laser a diminué quand même fortement les besoins de climatisation des salles parce que le laser produit beaucoup moins de chaleur. En cabine, oui, bien sûr, pardon. Mais quand même beaucoup diminué ce besoin de climatisation, mais il faut quand même garder un environnement contrôlé tout du long. En fait, c'est ce qui garantit la longévité aussi, comme le disait Damien, de l'équipement. Juste pour compléter, c'est surtout le niveau d'hygrométrie, c'est l'humidité dans les cabines de projection plutôt que la chaleur elle-même. Et quand ce niveau-là est atteint, oui, ça fait sauter immédiatement l'appareil. Attendez le micro. Je voulais juste revenir sur 2-3 questions par rapport au bâtiment que vous aviez construit, sur les termes pratiques. Je me posais une question, 2 questions principales. La première, c'est au niveau de l'inflammabilité.
comment est-ce que vous résolvez le système vu que vous avez de l'isolation paille, de la poutre bois, etc. qui est très... Enfin, je suppose que ça nécessite aussi des normes de sécurité qui sont différentes et un peu nouvelles. Alors ça, il n'y a aucun souci. En fait, le bois, c'est même par rapport à l'acier, on est plus performant. En fait, la construction bois a une stabilité au feu. Ça pose pas trop de sujets. La paille, alors c'est contre-intuitif. C'est vraiment contre-intuitif. La paille, c'est très, très, très dur à inflammer parce que c'est dans des caissons. Là, c'est dans des caissons, mais c'est comprimé. Il y a très peu d'air à l'intérieur et c'est l'air qui permet, c'est l'oxygène à l'intérieur qui va permettre de brûler la paille. Là, ils ont fait des tests au CSTB. Ils ont construit une maison, vraiment la maison des 3 petits cochons. Ils ont essayé de l'allumer. Ils ont mis des thermomètres à l'intérieur. Je crois qu'au bout de 2 heures, ça avait pris 2 degrés de chauffe. Okay. C'est-à-dire que c'est même pas avec des chalumeaux essayer d'allumer le. Voilà. C'est contre-intuitif. Voilà. Alors, par contre, la paille étalée par terre, ça prend feu en 2 secondes. Mais la botte de paille est vraiment ne brûle quasiment pas. D'accord, merci. Et la deuxième question que j'avais, donc, c'était à quel point en fait, le prix de la construction de bâtiments, ça représente une différence qui est donc notable pour que les constructeurs privés se disent je ne suis pas prêt à faire cette démarche-là, alors même que ça m'apporte des rendements sur le long terme, en termes d'économie d'énergie, etc. Donc à partir de quel moment, en fait, au final, sur le long terme, ça peut devenir intéressant économiquement parlant? Alors, je n'ai pas les résultats encore, parce qu'on vient de livrer le bâtiment, et j'espère que dans 2 ans, j'aurai plein de données pour que je pourrai fournir pour argumenter ça. En tout cas, ce que je peux dire là-dessus, sur ce projet-là, il y a 2 points qui me semblent être hyper rentables malgré le surcoût. C'est la géothermie, parce que finalement, la géothermie, ça n'a vraiment pas coûté très cher, et du coup, il y a un gain en chauffage énorme sur la durée, quoi. Ça va être vite rentabilisé. Et la paille, qui est en soi un matériau disponible, qui ne vaut pas très cher. Donc, il y a un coût de mise en œuvre. Là, c'est en caisson. Ils ne voulaient pas... Voilà, parce que, par contre, c'est très normé sur son usage et comment on fait. Donc, sur le chantier, c'est plus compliqué quand c'est des compagnons. Et comme on avait là plus 1100 mètres carrés, on pouvait... Les petites boîtes qui travaillent la paille n'ont pas voulu répondre, donc on est avec un charpentier. Ça, c'est le bémol. J'aurais aimé que ce soit plutôt une association de différentes petites boîtes. Mais bon, en tout cas, ces 2 points-là, ça pose aucun souci pour des surcoûts faibles et je pense vite rentabilisés. Après, pour la terre crue, c'est plus compliqué. Pour d'autres solutions, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et le système adiabatique, ça, je le conseille à tout le monde. Alors, le problème, c'est que ça a une inertie très longue, c'est qu'on ne peut pas chauffer et refroidir d'un seul coup. Parce que le système, lui, il demande que ce soit dans le temps. Mais ça, on gagne, on passe d'un COP de 3 à un COP de 9 ou de 12 en fonction des cas, et on gagne quasiment gratuitement en consommation quelques litres d'eau. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Et un peu d'électricité, et on gagne 6 à 9 degrés en rafraîchissement gratuit, quoi. Et vous savez s'il y a un endroit où on pourra consulter des résultats, où vous les partagerez peut-être plus tard, ou peut-être la DRC? J'espère, il va falloir que je trouve même moi le moyen de tout récupérer. Oui, je comprends. Oui, on a peut-être l'idée de mettre en place une plateforme sur ces sujets-là. Je voulais rebondir là-dessus en disant, est-ce que c'est un projet tout à fait innovant et pertinent, un peu exemplaire? Est-ce que c'est reproductible? Est-ce que c'est réplicable? Est-ce que, tout à l'heure, Florian parlait de la question de la norme et souvent des oppositions entre la norme et l'innovation. Alors, d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu quelques freins? Est-ce qu'il y a eu quelques freins réglementaires? Et est-ce qu'il y a des certifications qui font que ce sera plus facile au fil du temps de construire ce type de bâtiment? C'est beaucoup de questions en une. C'est beaucoup de questions. Alors, je vais commencer par la fin. Je pense que c'est surtout du bon sens. Nous, on est assez... On fait partie, on a signé le manifeste pour la frugalité heureuse. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Justement, sur tout ce qui est le texte, on n'est pas très dans les normes. Pour nous, les normes, c'est pas forcément... Aujourd'hui, il y a le greenwashing, il y a beaucoup de bâtiments de bureaux tout en verre qui sont écologiques, ce qui est pas... ça n'a pas de sens. Donc, ce n'est pas forcément les normes, pour moi, qui font changer quelque chose, c'est les gens, c'est les élus, c'est la commande qui va pouvoir faire changer les choses. C'est pas forcément... Après, les nouvelles normes environnementales, RE 2020, 25, 28,
elles sont pour le logement et d'autres vont dans le bon sens. En tout cas, on parle de vrais sujets. Et donc là, c'est des normes qui sont plutôt bien orientées. Le truc, c'est que le cinéma, il sort de toute norme et je pense qu'il pourra difficilement y rentrer, comme tout ce qui est salle de spectacle, du fait de être vide à certaines heures et être occupé à d'autres, comment ça fonctionne, etc. Toujours ce problème d'occupation qui empêche en fait la réglementation de mettre des calculs. Mais par contre, le bon sens, je pense que ça, tout le monde peut en avoir. Et le bureau de contrôle, il est prêt à rentrer dans le bon sens. Là, il n'y a aucun problème. Ouais, franchement, là, c'est Alp Control qu'on a sur ce dossier, mais il se développe vraiment. Alors après, on est allé chercher des spécialistes. Pour la Terre, on est allé chercher Cratère, qui est spécialiste français de la construction terre-crue. Voilà. On s'est appuyé de gens qui, n'ayant pas forcément tout le bagage, on s'est appuyé des gens qui avaient le bagage pour pouvoir y arriver. Oui. J'en profite. On pourrait parler encore très très longtemps. Malheureusement, la journée est dense. Je vois Hélène Herschel qui vient d'arriver. On va passer à la table ronde d'après. Je vous remercie de vos contributions et je vois qu'en tout cas, les choses sont positives, peuvent avancer pas après pas, à la fois du côté des imaginaires et du côté de la construction éco-responsable et avec la position évidemment très essentielle de la salle de cinéma dans cette avancée. Merci à tous les trois.